Bonjour à toutes et tous. N'hésitez pas à vous signaler s'il y a des problèmes techniques, de connexion, de son, etc. On a fait un petit essai avec Espalion tout à l'heure, ça marchait bien. Et donc, bienvenue à cette nouvelle session du Forum d'échange clinique. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Cécile Faux et Carole Itier. Donc, ils sont toutes deux thérapeutes systémiciennes. Alors, je pense, Carole, tu es thérapeute accomplie et Cécile, peut-être tu es en cours Oui, en cours de formation. En cours de formation, c'est très bien. Et voilà, qui sont donc infirmiers respectivement à l'OCMP de Rodez et au CMP d'Espagnon, et qui viennent donc nous parler bien, de la pertinence, de l'intérêt de l'approche systémique en psychiatrie. Alors, je ne vais pas être un très bon contradicteur sur ce thème-là, parce que je suis moi-même formé en thérapie systémique en Belgique et puis en France quand je suis arrivé. Donc, je suis convaincu de la pertinence de cette approche. Je pense que nous baignons en permanence dans des enjeux systémiques, d'où l'intérêt quand même de bien les comprendre, les analyser, et puis, si possible, d'en faire un levier thérapeutique pour nos patients et leurs familles. Donc, je pense que ce thème est très pertinent. D'un point de vue pratique, il faut que je vous dise que, tout d'abord, merci Corentin du service informatique qui nous aide chaque fois pour installer tout le matériel. Et en l'occurrence, cette fois, donc pour rappel, on a 20 à 25 minutes de présentation et à peu près autant de temps, puisqu'on termine à 14h30, de discussion, questions. Alors, n'hésitez pas à vous manifester. Il se fait que là, je vais pouvoir autoriser, enfin, vous pouvez actionner vos micros. Vous poserez une question tout à l'heure, ce sera plus facile que par écrit. Voilà, mais je propose de commencer d'emblée. Alors, on va commencer par faire une petite présentation générale des thérapies familiales. Puis après, on vous parlera de la prise en charge plus spécifique en CMP. On parlera après donc la pratique. Et après, on dira à tout ça un petit peu de théorie pour finir. Voilà. Donc, alors, on va essayer d'être assez vivant dans nos explications. N'hésitez pas à nous poser des questions si ce n'est pas très clair. Avec Cécile, on a décidé de vous faire un petit résumé de ce que c'est les thérapies familiales, systémiques et de couple. Où en fait, la thérapie familiale de couple systémique, c'est une approche thérapeutique qui se concentre surtout sur les interactions et les dynamiques au sein des systèmes familiaux. C'est important pour nous de le préciser. Contrairement à d'autres formes de thérapie qui peuvent se concentrer surtout sur l'individu ou le symptôme. La thérapie systémique, elle considère que les problèmes psychologiques ou relationnels d'un membre de la famille sont souvent liés aux interactions du système. Donc ça, c'est très important pour nous de le repréciser. On a décidé avec Cécile de vous présenter quelques points importants de la systémie. Donc, le premier, le système familial, que pour un systémicien, la famille est vue comme un système interconnecté, où chaque membre influence les autres, influence les émotions, influence les problèmes d'un individu. Mais tout ça, c'est compris dans un contexte de relation familiale. La systémie s'intéresse peu aux symptômes, en fait. Il va chercher les interactions du système familial. L'autre point important qui nous a semblé opportun de décrire, c'est la communication. Un aspect central de cette thérapie, c'est la communication au sein de la famille. Comment on communique? Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on ne communique pas? Les thérapeutes systémiciens aident les familles surtout à identifier les schémas de communication dysfonctionnels. Quand on les rencontre en général, c'est dysfonctionnel. Et on aide à mettre en place en fait des modes de communication un petit peu plus simples. En systémie, très important aussi, c'est les ressources et les compétences. On parle beaucoup de compétences. On ne va pas chercher la problématique, en tout cas pas systématiquement, mais on va aller chercher les ressources et les compétences des familles, parce que souvent, nous, en tant que soignants, on va chercher le symptôme, on va chercher le problème. On ne va pas chercher les compétences, alors que les familles, elles ont des compétences. Donc ça, c'est pour un systémicien, et dans le cadre d'une thérapie systémique, on met l'accent sur les ressources et sur les capacités des familles.
On cherche aussi à renforcer les liens familiaux, à exploiter les forces de chaque membre de la famille. On parle aussi de sous-systèmes. Alors, les sous-systèmes en systémie, les familles sont composées de différents sous-systèmes, c'est-à-dire le système parental, le système conjugal, le système de la fratrie, le sous-système de la fratrie. On peut avoir aussi des sous-systèmes père-fille, mère-fils. Enfin, tout ça, on va aller le chercher. Et puis, de toute manière, la famille nous le montre en rencontrant. Te dit, tiens, peut-être ces sous-systèmes interagissent, pourquoi ils interagissent comme ça, pourquoi pas avec... voilà. Tout ça, on va aller l'exploiter. En systémie aussi, on a des techniques et des outils qui sont assez créatifs. On peut utiliser diverses techniques. On utilise beaucoup les jeux de rôle. On utilise beaucoup aussi tout ce qui est des métaphores, des exercices de communication. On peut aller chercher, par exemple, ce qu'on appelle le génogramme. Le génogramme, on peut aller exploiter aussi le blason familial. On a plein d'outils qu'on peut aller explorer qui est très créatif et pour mettre du lien, pour essayer d'aller chercher un petit peu le problème différemment. Voilà. On ne peut pas vous faire tout le panel de la systémie, c'est ce qui nous semblait important avec Cécile. En résumé, la thérapie systémique familiale vise à améliorer les relations en travaillant sur les dynamiques en fait, familiales, plutôt que de se concentrer sur un symptôme ou un individu. Elle repose sur une compréhension des interactions et des communications au sein de la famille. Pour créer forcément du changement positif. Voilà, une présentation globale. Donc maintenant, on va vous parler du déroulé des rencontres familiales au CMP. Alors, nous, on considère que la rencontre, elle commence dès la prise de rendez-vous. Donc, c'est-à-dire que dès la prise de rendez-vous, on essaye de prendre en compte qui c'est qui prend le rendez-vous, qui va être présent, qui va être absent. Peut-être aussi que la personne au téléphone va nous dire quelques mots sur le problème. Donc ça, on essaye de débuter par bien se le noter. Donc après, ça continue, cette prise en charge à la salle d'attente. Donc dans la salle d'attente aussi, on peut faire des observations. Qui est à côté de qui est à l'autre bout de la pièce, comment est disposée la famille, qui se présente d'abord. Ça va nous donner un tas d'informations sur les relations au sein de la famille, savoir qui est en conflit, qui plutôt est en coalition, pardon. Voilà. Après, on demande à la famille de venir s'installer dans la salle de thérapie. Là aussi, c'est important d'observer tout ça. Donc, on observe qui c'est qui s'assoit en premier. L'installation est libre. Donc là aussi, on peut observer qui s'installe à quelle place. Voilà, tout ce non-verbal qu'on peut observer avec la famille. Voilà. Débute alors le premier entretien. Alors là, on laisse tranquille travailler la famille. Nous, notre but de thérapeute, là, ça va être vraiment de distribuer la parole. Voilà, et d'écouter chacun. Dans ce début de premier entretien aussi, c'est très important de créer de l'alliance avec chacun des membres, que chacun se sente entendu et puis que chacun se sente compris. Voilà. Donc, durant l'entretien, on essaie aussi de définir les objectifs. Donc, chacun, à son tour, va dire sa vision du problème, va aussi entendre les autres parler de ce problème, et chacun va pouvoir dire ses attentes. Voilà. En fin de séance, on crée une espèce d'objectif commun à tous, après avoir entendu chacun énoncer le problème. Donc, peut-être pour illustrer tout ça, on va vous parler d'un cas concret qu'on a reçu au CMP avec Carole. Donc, c'est la famille P. Là, c'est la famille de Coralie qui a 18 ans. Elle est suivie depuis plusieurs mois sur le CMP de Rodez. Une demande de rencontre de famille a été faite par l'équipe pluridisciplinaire qui suit Coralie. Nous rencontrons la famille, donc il y a la sœur aînée, le père et la mère, et la patiente désignée qui est donc... Mais oui, j'ai pas tourné.
Pas grave, voilà. C'est bon, c'est tourné. Donc, nous rencontrons cette famille. Donc là, notre fonction de thérapeute systémique lors de cette rencontre, c'est vraiment de comprendre ce qui se joue dans cette famille, d'avoir une vision globale, une vision systémique de cette famille. Voilà, c'est pas une vision qui est linéaire. Le but de cette prise en charge, ce sera d'aider cette famille en souffrance face à l'épisode dépressif de Coralie, de remettre en place une communication plus efficace. Voilà, en effet, la dépression de Coralie, elle a déséquilibré l'homéostasie de cette famille. Ouais. Alors, on a mis des titres à chaque entretien. Dans le premier entretien, une famille épuisée. Quand la famille arrive, on sent une famille, les traits sont tendus, les visages sont fermés. Personne ne se parle. On sent la tension, là. Vous savez, quand on reçoit les patients, on se dit ça va être compliqué. Il n'y a pas un mot qui s'échange. La famille s'installe et puis vraiment, tout le monde dit on est épuisé, on n'en peut plus. Coralie est hospitalisée à ce moment-là. Il n'y a plus du tout de communication entre personnes, ni entre les sœurs, ni entre les parents. Et là, du coup, avec Cécile, on crée de la circularité, c'est-à-dire vous venez avec quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez? Donc on essaie de laisser parler chacun, mais là, le père monopolise l'entretien. Mais vraiment, il parle de sa propre souffrance, il parle de sa propre maladie aussi. En tant que thérapeute systémicien, on laisse déposer, mais on est garant du cadre. Donc, on voit bien, par exemple, qu'à ce moment-là, Coralie est complètement effacée, elle ne dit rien, la maman est en pleurs, l'attention est là, et la sœur est très effacée, elle ne dit rien. Donc là, on accueille, on écoute, on met de la circularité et on essaie de reformuler. Donc, le papa nous dit qu'Aurélie, elle est dépressive, moi j'en peux plus, la maman. Bon, voilà, on laisse de la place à chacun et on y va cool. La première séance, c'est on accueille. Voilà, donc on accueille, on essaie de mettre en place des objectifs, mais c'est pas le thérapeute qui met les objectifs, c'est la famille. On conclut sur cette première séance et puis on passe à la deuxième. Donc les séances se font entre 3 semaines et 1 mois d'intervalle à peu près. Donc à peu près 3 semaines, mois après, vient le deuxième entretien. On l'a appelé C'est tendu. Donc c'est tendu, Coralie elle est encore hospitalisée. Il y a eu des conflits durant le week-end entre Coralie et ses parents. La maman, elle verbalise qu'elle est à bout de ce qu'elle peut faire pour sa fille. Elle pleure tout le long de l'entretien. Et puis on voit vraiment physiquement qu'elle rejette sa fille, que c'est compliqué pour elle, qu'elle est à bout. Et le papa est vraiment en congruence avec la maman. Ils font bloc tous les deux et on voit qu'ils sont épuisés et qu'ils sont en difficulté. Ils ne savent plus comment réagir face à la maladie de leur fille. Donc, à ce moment-là, on essaye d'appliquer la technique du recadrage qui permet un petit peu de prendre de la hauteur, de dézoomer sur cette situation et sur le vécu de chacun. Donc, c'est-à-dire que dans cette séance, chacun a pu dire son vécu, ce qu'il ressentait, mais aussi il a entendu ce que l'autre ressentait et ce que l'autre vivait. Voilà. Donc, on conclut cette séance et puis on fixe un troisième entretien. Et 3 semaines après, 3 semaines, un mois après, le troisième entretien, le calme après la tempête. On n'était pas le point de systémicien, on n'était pas sûr qu'ils reviennent parce que tellement c'était tendu, tellement c'était en souffrance. Et puis finalement, cette famille arrive un mois après en nous disant on est hyper apaisé. Et ça se voit, ça se parle, ça se voit. Les placements dans la salle ne sont pas du tout les mêmes, alors que jusque-là, les parents étaient complètement à l'opposé l'un de l'autre. Les parents se mettent à côté. Enfin, on sent vraiment qu'il y a de la communication. Et là, on reprend les objectifs du début de la prise en charge en disant, vous nous aviez dit que ce que vous auriez aimé, c'est une communication plus efficace, qui n'était plus là. Et puis, chacun arrive à discuter de ses objectifs et Coralie peut nous aborder quelque chose d'important pour elle, où elle a vécu un harcèlement scolaire au collège. Et elle peut le déposer, elle peut le dire.
tout en appliquant la circularité. Le père se rend compte que peut-être il est passé à côté de beaucoup de choses et il entend la souffrance de sa fille qu'il n'avait plus entendue depuis longtemps. Donc, ça parle, ça échange. Et puis, Coralie peut dire aussi que son père est très blessant quand il lui dit des remarques. Et ça, c'est pareil, son père n'avait pas notion de ça. On vous donnera des exemples après plus concrets si c'est un peu fou. Et avant, à la fin de la 3e séance, là, on demande à la famille de Coralie une prescription de tâches. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans le fonctionnement familial, la famille ne partage pas des temps ensemble, ce qui manque beaucoup à Coralie d'ailleurs. Donc là, on fait une prescription de tâches en leur disant peut-être est-ce que ça pourrait être possible avec eux, hein, c'est eux qui valident ça. On essaie de remettre en place des temps ensemble de repas. Ok, donc on part sur ça, puis on voit ce que ça fait. Donc vient encore après le 4e entretien. Donc on l'a appelé les ajustements. Donc en début d'entretien, on apprend qu'il y a un nouvel élément qui entre en compte. La maman est en cours de diagnostic pour un cancer du sein. Donc ça amène un petit peu d'anxiété et puis on craint pour le nouvel équilibre là, de la famille. Cependant, ils arrivent tous plutôt calmes, apaisés, souriants. Donc on entame ce nouvel entretien. On constate qu'il y a un nouvel équilibre là, mais qui nécessite quelques ajustements pour que ça perdure dans le temps. Voilà, tous ils peuvent expliquer qu'ils sont en difficulté aussi pour repérer les angoisses, notamment les parents, les angoisses de Coralie. Donc, on essaye là à nouveau de faire une nouvelle prescription de tâches systémiques pour créer un espace pour que chacun puisse déposer cette angoisse-là, qui est difficile à repérer pour chacun. Donc, on propose que pendant le repas là, qui viennent d'instaurer, là, ce repas commun, on leur dit peut-être qu'à ce moment-là, c'est un moment où chacun peut déposer s'il a des angoisses, le dire. C'est peut-être le moment où chacun peut entendre. Donc voilà, voilà les éléments forts de ce 4e entretien. Et puis là, on attend le 5e entretien qui est à venir. Voilà. Peut-être pour un peu approfondir, on vous a proposé de rajouter un petit peu de théorie, voilà, en lien avec la situation qu'on vient de vous présenter. On vous a parlé tout à l'heure de circularité. Donc la circularité, c'est le questionnement circulaire consiste à faire décrire par un patient le comportement d'un tiers. L'objectif est que chacun puisse entendre la perception de l'autre. Je vous ai mis un exemple, mais on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé aussi pendant la rencontre familiale avec Coralie. Mais par exemple, lors d'une rencontre parents et filles, on demande au père, dites-nous, voyez comment vous la relation entre votre fille et votre mère, votre fille et votre femme. Donc le papa répond, moi je trouve que ça se passe plutôt bien. Bon, des fois elle s'engueule, mais ça se passe plutôt bien. Et en suivant, on demande à la fille et à la mère ce qu'elles ressentent. Et souvent, le papa, par exemple, peut entendre, non, la fille, elle dit non, moi, c'est insupportable. Ça, c'est pas dit dans les moments de conflit. Et la circularité, c'est ça, c'est de pouvoir dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont compris, et que l'autre l'entende aussi, quoi. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a fait. On avait dit que durant l'entretien, il avait été demandé à Coralie... Ah oui, j'avais Coralie, par exemple, quand pendant l'entretien de famille, elle nous avait dit Coralie, tu nous as dit que ce que disait ton père, ça te blesse. Et puis là, Coralie, elle avait pu répondre oui, moi, mon père, des fois, il me dit que je suis grosse. Et quand je me resserre, il me dit tu devrais arrêter de te resservir. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me blesse énormément. Et puis, il le dit à répétition. Et moi, vraiment, c'est quelque chose qui me blesse beaucoup. Donc, en rencontre familiale, moi, je demande au papa, vous étiez au courant que ça blesse Coralie? Vos remarques? Là, il a pu répondre
Non, je n'étais pas au courant. Et puis, en même temps, moi, je lui dis ça parce que à chaque fois, elle se plaint d'être grosse. Alors, ben, quand je vois qu'elle se resserre, j'essaye de lui dire, ben, je lui dis maladroitement, du coup, là, je lui dis, ben oui, te resserre pas, peut-être tu t'es un peu épaissie. Et c'est juste pour prendre soin d'elle, pour pas qu'elle prenne du poids, parce qu'à chaque fois, je vois qu'elle en souffre après. Et à ce moment-là, si par exemple de demander à Coralie, est-ce que tu pourrais dire à ton père comment il aimerait, comment tu aimerais qu'il te parle? Ou est-ce que monsieur, vous étiez au courant? Comment on pourrait reformuler? Enfin, donc tout ça, ça se. Voilà. Et en même temps, la maman entend ça, la sœur aussi. Donc, en général, c'est quelque chose qui apaise, surtout quand il y a du conflit. Là, c'était pas conflictuel, mais voilà. J'espère que ça en est clair. Si y a des questions, peut-être. On vous a aussi parlé de recadrage. Alors, le recadrage, dans le sens commun, c'est plutôt cadrer les choses. Quand on dit j'ai recadré mon enfant ou j'ai recadré la situation, ça veut dire, voilà, on a mis les points sur les i, quoi. Là, un systémie, c'est pas forcément ça. Ça consiste à redéfinir une situation sous un autre angle pour lui apporter une valeur plus positive. Attention, c'est pas minimiser le problème. La personne, elle prend alors de la hauteur un petit peu concernant cette situation et elle peut alors voir des éléments nouveaux. Comme dans la situation avec Coralie. Coralie, elle s'est sentie punie à ce moment-là par ses parents parce qu'ils n'ont pas amené le linge. Mais lors de la situation, en thérapie, elle a pu aussi entendre et ses parents s'exprimer sur cette situation et dire qu'eux, ils n'étaient pas en capacité parce que ils se sentaient trop en difficulté face à l'intensité du conflit. Coralie, là, dans cette situation, elle a pris de la hauteur et elle a plus vu cet élément juste comme négatif, mais elle a vu aussi la difficulté de ses parents. Voilà, on a un autre petit exemple là qu'on peut vous illustrer. Donc voilà, c'est comme si moi je peux me confier à Carole et lui dire écoute Carole, moi en ce moment, mon fils il fait que me mordre, il fait que me taper, il le fait qu'avec moi, c'est vraiment que je dois avoir quelque chose qui va pas, je comprends pas ce qui se passe, je me sens débordée, je me sens nulle, quoi. Donc là, la technique du recadrage, c'est pas de démêler la pelote de laine avec tous les problèmes. C'est en fait de. Moi, je pourrais répondre à Cécile. Si j'ai bien compris, il n'y a qu'avec toi qu'il le fait. Oui. Il mord que toi. Oui. Il te tape seulement toi. Je suis sa cible. Tu es sa cible. Okay. Donc, j'aurais pu aller dire, mais comment ça se passe, à quelle heure, comment, combien de dents, combien de traces. Non, le recadrage, c'est en fait, si j'ai bien compris, il ne le fait qu'avec toi. Oui. Mais est-ce que tu crois qu'il vient peut-être déposer aussi une émotion négative auprès de toi? Ah, peut-être, oui. C'est peut-être aussi qu'il a vraiment confiance en toi et qu'il sait qu'il peut déposer ça dans une bulle un peu de sécurité et que ça lui permet d'évacuer parce qu'il se sent en sécurité avec toi. Oui. Ouais. Okay. Merci. Il doit se sentir rassuré. Ben, maintenant que tu le dis, merci, oui. Voilà, donc, c'est ça. C'est ça. Voilà. On a fait un petit peu le point là sur ces deux abords théoriques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant la conclusion, on voulait vous nommer un petit peu les personnes formées sur l'établissement ou en cours de formation. Bien Pierre Kivitz, Carole Itier au CMP de Rodez. Au CMP de Villefranche, il y a Catherine Suigny-Legrand et Stéphanie Pro. Au CMP de Decazeville, il y a François Sarotte et Catherine Allemand qui est en cours de formation. Et puis au CMP d'Espalion, on est deux à être en cours de formation, donc Dr Pisti Laurence et moi. Voilà, donc je te laisse conclure, Carole. Je voulais conclure par une citation. C'est un systémicien qu'on aime beaucoup avec Cécile, c'est Guy Oslos. Faire de la thérapie n'est pas résoudre des problèmes ou corriger des erreurs, mais c'est se plonger dans le mystère des familles et de leur rencontre. Ceci implique de passer d'une thérapie où le thérapeute observe à une thérapie où le thérapeute s'observe pour refléter la famille compétente, cette perception qui permet de laisser émerger l'auto-solution. Là, et on vous a mis quelques références, pas beaucoup, mais
Ouais, d'accord. Bien, mais merci. C'est des Carole. Donc, on a du temps, hein, plus de 25 minutes là, pour le temps d'échange, de questions. Alors, je vais activer tous vos micros. Enfin, c'est-à-dire, je vais vous autoriser à activer vos micros, mais vous devez les activer pour pouvoir reposer la question. Et n'hésitez pas, nous vous écoutons. Y compris autour de la table, bien sûr. Moi, j'ai une question par rapport à l'indication au départ, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles la thérapie que vous proposez pourrait être pertinente. Comment vous faites avec l'équipe du CMP pour choisir, parce que vous ne pouvez pas recevoir tout le monde. Et comment ça se passe sur l'indication? L'indication, en fait, on en discute en équipe pluridisciplinaire. On sent que la systémie peut aider à gérer une situation. On en discute et en général, les indications sont très larges en systémie. En fait, Pierre, tu peux me compléter si il y a. Enfin, alors, certains systémiciens, et je pense que la grande majorité, diront qu'il n'y a pas de contre-indication psychopathologique. L'approche systémique peut être utile, alors bien ajustée évidemment en fonction de situation, pour tout type de situation de problématiques relationnelles hors psychiatrie, mais aussi pour toute situation en lien avec une pathologie psychiatrique. Et du reste, à ma connaissance, il y a un peu plus d'études et même on va dire, de preuves scientifiques, en tout cas à travers différentes méta-analyses de l'approche systémique, par exemple, autour des conduites alimentaires. On considère même que c'est indispensable d'avoir les entretiens systémiques quand il y a une thérapeutique globale, intégrative pour ces problématiques de troubles des conduites alimentaires. C'était ça la question? C'était un peu le... Ouais. Parce que du coup, ça pourrait s'adresser à tous, c'est ce que je veux dire, en CMP. Et du coup, comment vous faites pour vous dire, on va le proposer à cette famille plutôt qu'à une autre? Pourquoi on n'y pense pas pour une autre? Vous voyez Ouais. Non. Ah, tout le monde peut... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pierre, là, tu disais une fois qu'il y avait des situations qui paraissaient un peu idéales pour la prise en charge systémique, et en fait, ça s'avérait que c'était pas si bénéfique que ça. Et puis des fois, on se disait, ouais, pourquoi cette famille? Je sais pas trop. Et en fait, finalement, c'était très bénéfique et ça avait résolu des problèmes. Donc finalement, c'est dépendant des situations, du moment, de la famille. Voilà. Je pense qu'au niveau des CMP, c'est peut-être les discussions que vous avez régulièrement quand il y a des nouveaux cas ou des discussions cliniques. C'est vrai que quand on perçoit qu'il y a une dynamique relationnelle peut-être un peu problématique, des blocages ou obstacles peut-être à l'amélioration du patient qu'on appelle désigné en thérapie systémique, enfin, du patient qui est suivi, on aura plus tendance à dire, là, il faut peut-être proposer un entretien systémique. Mais du reste, moi, je me répète un petit peu, moi, je suis persuadé en tant que systémicien que dans toute situation, il y aurait un intérêt même à rencontrer, ne serait-ce qu'une fois la famille, pour démêler des choses qui pourraient renforcer éventuellement la thérapeutique et le chemin thérapeutique pour le patient. Il y a une question du CMP de Rodez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le blason familial? Est-ce que c'est Martine qui pose la question? Le blason familial, c'est un outil systémique, en fait, où on peut le faire de façon individuelle et de façon familiale ou conjugale, même, hein, on peut le faire sur tous les plans. C'est, j'ai pas le. En fait, je vous laisse imaginer les drapeaux des chevaliers là. Vous voyez ce que c'est là, voilà. Donc on le dessine sur un papier. On le sépare en 5 cases. Et dans les différentes cases, en fait, il y a une case qui représente, donc c'est plutôt du dessin. On évite d'écrire puisque le dessin va aller chercher. Je vois Kaza qui sourit, je crois que je lui ai montré déjà. On va chercher de la créativité pour pouvoir discuter, en fait, pour pouvoir communiquer. Donc il y a une case qui représente plutôt le passé, une case qui représente plutôt le présent, une case qui représente plutôt l'avenir et une case qui représente les symboles d'aujourd'hui, de la vie d'aujourd'hui, et en haut, le blason, la devise de la famille. Donc après, on l'adapte forcément si c'est un couple,
si c'est une famille. Donc, et en général, quand une famille, on peut le faire en famille. C'est-à-dire que chacun décide quelle est notre devise, quels sont nos objets symboliques du présent, du passé. En tout cas, c'est pour mettre du lien. Voilà, c'est assez créatif. C'est aussi les avantages de la systémie. Moi, je l'ai fait aussi en thérapie systémique individuelle, puisque la systémie aussi, la thérapie systémique individuelle existe. Mais c'est un outil qui est très, très puissant et très créatif. Et quand on a, ça peut aussi, une personne qui a des difficultés à communiquer, ça peut mettre du sens et du lien. Est-ce que je réponds à la question? C'est bien Martine qui la pose. Voilà. Et Ça aide aussi dans les situations où il y a dans la famille, il y a certains membres qui parlent beaucoup et d'autres pas du tout. Ça aide à chaque membre à pouvoir s'exprimer. Par exemple, sur une famille qu'on a prise en charge aussi avec Cécile, là, qu'on a rencontrée, c'est pas la troisième fois. Oui. On a par exemple, on va explorer, alors c'est une première avec Cécile. Ça s'appelle le cartouche systémique. Et c'est, vous savez, les cartouches égyptiens, là, les ronds. Donc là, c'est pareil. On a une adolescente dans la famille qui ne parle pas beaucoup, qui est vraiment en difficulté pour communiquer avec ses parents. Et donc, remplir le cartouche systémique, c'est d'aller négocier dans la famille qu'est-ce qui est important pour eux, quel symbole on met. Donc voilà, c'est de mettre aussi en lumière, nous, la communication qu'ils peuvent avoir entre eux. Voilà, c'est plein d'outils intéressants. question qui me semble intéressante au cours du CMP de Rhodes. Est-ce qu'on peut faire une thérapie familiale si un ou plusieurs membres refusent de participer? Alors, moi, je peux répondre, mais ça n'engage que moi. Oui, on propose. On peut proposer. De toute façon, on explique que si la personne ne veut pas venir, elle n'est pas obligée de venir. Si elle ne souhaite pas participer, elle peut venir, mais elle n'est pas dans l'obligation de répondre à nos questions. Elle peut venir, être là, et faire acte de présence, et déjà, c'est OK, quoi. La représenter si elle ne se présente pas. On peut. Il y a la chaise vide qui existe. On peut aussi un peu missionner la famille de faire un petit résumé là à la personne absente, de lui dire on peut vous demander de dire à la personne absente qu'est-ce qui s'est dit dans la séance et peut-être que la fois d'après la personne viendra ou viendra pas. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la famille de Coralie. Sur une des séances, la sœur était malade, en fait, elle ne pouvait pas venir. Donc, on a demandé à la famille qui pouvait faire un résumé à un analyste. Oui. Qui pouvait faire un résumé à l'analyste, puisqu'elle était absente et que dans le système, c'est important de continuer à mettre du sens et du lien. C'est intéressant parce que là, vous avez dit qu'il faut avoir une relation de confiance avec tout le monde lors du roulet. Et si la personne ne parle pas, comment vous instaurez une relation de confiance? C'est de lui dire. Hein. En fait, moi, j'aime beaucoup la citation de Guy Strauss parce que c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas, Pierre dira, mais on s'implique dans le système, en fait. Systémique, quand on est pris dans le système et on donne de soi aussi. C'est-à-dire que moi, souvent, je dis, je suis touchée par ce que vous dites. Ça me touche. Et voilà. Est-ce que, alors, après, quand la personne ne parle pas, est-ce que je peux vous poser une question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Et après, il y a tout le non-verbal qui se fait aussi. Le fait qu'on soit deux aussi, la personne qui ne parle pas peut aussi nous regarder, regarder le co-thérapeute. Et du coup, il y a des liens quand même du regard et on sent qu'il peut y avoir un début de quelque chose qui s'amorce, quoi. Une question. Comment vous gérez la question du secret médical dans les thérapies systémiques? Parce que j'imagine qu'il y a des patients aussi qui ne veulent pas forcément que leur famille soit au courant de leur vie, toute leur histoire. En fait, alors, on le gère comme ça au CMP, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui appelle pour prendre un rendez-vous, on demande à la personne qui appelle de demander aux autres personnes s'ils sont d'accord de venir. Et donc, du coup, l'information passe et
le monde, enfin, si les gens viennent, ils viennent, puis s'ils ne viennent pas. Généralement, les patients que vous suivez, qui bénéficient de ces thérapies, ils sont quand même d'accord pour partager l'ensemble des informations de Ouais. l'état de santé avec Ouais. je crois. Mais très peut-être une nuance, c'est que il faut. Moi, je vois souvent les entretiens systémiques comme un travail un peu de recyclage de ce qui est dit en fait et de mise en œuvre comme ça d'une circularité de la parole, mais comme tu l'as dit, à partir des solutions de la famille, donc de ce que va amener la famille. Et en fait, la question se pose pas tellement parce que finalement, on ne va pas, en tant que thérapeute, dévoiler des choses que, même si on les connaît, ces choses-là, que le patient aurait dites et les dévoiler devant la famille. Ça n'a pas de sens dans ce sens-là. Par contre, le patient pourra amener éventuellement le patient à dire certaines choses. Ça arrive parfois, hein, des questions de tabou, de questions secrètes, enfin des choses qui doivent être abordées et être amenées en thérapie au sein de la famille. Mais c'est jamais le thérapeute qui va les dévoiler. Lui va être plutôt un facilitateur. Ça peut être un peu plus difficile quand on est soi-même à la fois thérapeute individuel ou éventuellement parfois c'est mon cas psychiatre du patient, de la patiente et en même temps le traitement familial. Mais dans ce cas-là, je me garde bien de livrer quelque information que ce soit que le patient m'aurait livré. Et si à la limite c'est le cas, parce qu'on sort un petit peu de la thérapie familiale, si on est dans un contexte plus psychoéducatif, c'est toujours bien mettre au point avec le patient individuel au préalable les questions qui pourraient être abordées ou pas. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'il y a des sujets tabous? Est-ce qu'on peut éventuellement avec ça, bon, mais vous le ferez avec moi, sans patient, mais jamais dévoiler quelque chose à la famille, aux parents, à la fratrie, sans avoir averti le patient. En plus, je suis en train de réfléchir pendant que tu parles, c'est que, en fait, moi, par exemple, j'ai jamais pris en charge une famille pour lequel je suis un des patients. Oui, bah, je suis que le thérapeute, en fait. Je suis que la thérapeute. Aussi. Sinon, c'est trop compliqué. La loyauté, c'est pas possible, quoi. Et quand les collègues viennent te voir en disant « Ah oui, à propos tel patient, ceci, cela », tu dis « Non, non, sans ton auditoriage. » Oui. Je parle des compétences des familles. Non, mais ça, c'est un certain confort de travail aussi. Une question du CMP de Rodez, est-ce que vous filmez les séances pour les retravailler ensuite? C'est une question, une question brûlante en ce moment. Le travail vidéo est un outil systémique très intéressant que je suis en train de remettre en place au sein du CMP de Rodez. Donc, on est dans une réflexion, dans une bonne pratique pour la prise en charge de la qualité des soins. Ouais. En fait, on filme pas tellement les patients lors de ces séances, c'est plutôt nous la cible pour évaluer notre pratique et pour évaluer ce qui peut être amélioré. Voilà, c'est pas tellement si le patient y est, mais la cible c'est plutôt nous pour nous remettre en question. Voilà. Et c'est vrai. Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout que c'est un outil systémique très, très intéressant puisque je vous laisse imaginer quand on a 4 membres ou 5 membres ou 6 membres dans une famille, qu'on est seul thérapeute. Alors, on a la chance de pouvoir, avec Cécile, depuis qu'elle a commencé à être en cothérapie, on ne peut pas. Il y a des choses qui passent non-verbales. Même, il nous est arrivé, Cécile, de ne pas avoir entendu la même chose. Elle a dit ça, oui, non, elle n'a pas dit ça. Si, elle a dit ça. Donc, le visionnage peut être très intéressant dans ce sens-là. On est un peu embêté sur ce plan-là parce qu'il y a le règlement général de protection des données. On y réfléchit. C'est un texte réglementaire qui nous contraint beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou plus, où on ne se souciait pas trop de... Même si on faisait signer des papiers, on gardait les vidéos sur des cassettes VHS à l'époque, enfin, des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc là, on est un peu plus embêté, mais je pense qu'on trouvera une solution parce que c'est quand même un outil essentiel. Alors pour d'autres types d'approches thérapeutiques aussi. Mais vous avez bien insisté sur la notion de non-verbal et de paraverbal aussi, qui peut s'observer. Quand on est dans un entretien systémique, c'est vraiment, moi, je me souviens d'entretiens extrêmement épuisants, enfin fatigants, parce qu'il faut une attention de tous les moments, se répartir les rôles aussi avec le cothérapeute quand il y en a un. Et donc c'est bien un peu de recul, et puis aussi pour la formation, pouvoir visionner comme ça les entretiens, on apprend beaucoup. Une question qui vient de l'unité Acacia. Comment établir un objectif commun lors de la thérapie systémique, étant donné que chaque participant peut avoir des attentes différentes vis-à-vis de la thérapie?
l'objectif commun, il ne vient pas à la première séance. Enfin, ou en tout cas, c'est un premier jet. Il se fait au fil des séances. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais, Cécile. Oui. Je dirais ça, et puis il peut y avoir quelques petits objectifs différents, mais il peut y avoir aussi un objectif un peu large, par exemple parler de la communication, et chacun peut avoir un regard et une problématique différente face à cette communication. Donc ça peut être quelque chose de très générique qu'on affine après au cours des séances. C'est intéressant comme question parce qu'en fait, on est au cœur de l'approche systémique. Forcément, chaque membre du système aura des attentes, sans parler d'objectifs thérapeutiques. Donc, toute la question, ça va être de la conciliation et peut-être d'accepter qu'il y a un objectif pour l'un qui soit pas le même pour l'autre et que cependant, on puisse avancer sur ces thématiques parce que c'est important, je sais pas, pour ma sœur ou ma mère qu'on aborde cette question-là. Et donc, ça, c'est tout le travail des systémiciens de concilier ces points de vue différents, parfois c'est des accords. Il y a alors c'est un terme tout bête, mais c'est, je pense, Jacques Miremont, je crois, qui est thérapeute familial, qui a écrit des bouquins sur le sujet, qui parle aussi de l'élaboration structurante des désaccords. Souvent, on a peur de ça, des dissensions, des difficultés dans les familles, et quand on est confronté à ça, souvent expérimenter le fait que la possibilité pour les membres de la famille d'exprimer clairement leurs désaccords, c'était structurant, c'était aidant. Parce que si le désaccord n'est pas explicite, il passe à travers d'autres choses qui peuvent être parfois confessionnelles. Et le fait d'avoir une explicitation des désaccords et de les rendre alors dans la circularité suffisamment structurant, c'est aidant pour les familles. Et s'il y a une persistance des non-dits? Eh bien, parfois, c'est peut-être protecteur aussi. Enfin, je sais pas, ça c'est au cas par cas, mais le fait qu'il y ait des non-dits, c'est des choses qu'il faut pouvoir respecter, qui sont protectrices peut-être pour certains membres de la famille. On peut aussi parfois se dire que personne ne veut parler de ça, on dépose ce dont on veut pas parler sur la table. C'est la petite boîte qu'on n'ouvre pas. Mais on peut parler autour de ça et quand même retrouver un semblant de communication sans pour autant ouvrir ce qui pourrait être une boîte de Pandore avec de la souffrance pour tout le monde. Je sais pas si on... Ça me fait penser, il y a un des outils, par exemple, c'est le panier à problème. Moi, je l'utilise souvent aussi. Quand il y a des conflits, quand on sait que c'est tendu, que la communication va être compliquée, on n'a pas encore créé beaucoup d'alliances. C'est un panier. Moi, j'ai pris un pot de fleurs. Hein, enfin, vraiment, et donc, chacun se le passe comme un totem, et celui qui l'a peut parler. Et dans ce panier à problème, j'explique que donc je demande des choses, hein, ils ne sont pas obligés de répondre, mais sur un des items, je dis ce panier a un double fond. Et ce double fond, tu lui déposes ce que tu veux, des choses que tu ne veux pas dire, des secrets, des non-dits. Et donc, ok, d'accord, donc j'énumère. Et puis, quand ils ont le pot, je dis, est-ce qu'il a un double fond, ce panier? Oui. Que tu m'en parles. C'est important ce que tu dis, j'aime bien cette métaphore du double fond, parce que la thérapie systémique familiale ne doit pas être un lieu où il faut absolument mettre tout sur la table, tout éclaircir, tout rendre transparent. Il n'y a pas d'injonction à la transparence. Non, ce serait pas dangereux. Il y a à sentir ça, à respecter ça, mais à permettre quand même la circulation de la parole et à certaines relations de se renouer, d'éviter quand même que le non-dit soit quelque chose de bloquant, un obstacle, une souffrance, mais sans pour autant être dans une révélation. C'est souvent d'ailleurs une crainte de nos patients quand on propose une thérapie systémique, c'est la peur que ça fasse intrusion, qu'il y ait une injonction à tout dire, et c'est vrai que nous, quand on propose les thérapies systémiques, c'est un travail aussi en amont, d'expliciter un peu. D'ailleurs, moi, je dis souvent rencontre. Hein? Je dis rencontre familiale. Ouais. Thérapie. Oui, thérapie, ça fait peur. Ouais. Voilà, c'est vrai. Tu vois, le pot, ce panier à problème avec le double fond, la personne qui me dit, moi, je ne veux pas en parler, les personnes qui sont à côté, elles entendent. Il a le pot, il y a le double fond. Ok, c'est dit. Et puis, en règle générale, ça ressort à un moment donné. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble que en tant que thérapeute systémicien, on est garant du cadre. On s'est dit, hein, clairement, moi, je ne suis pas sur un box de ring, je ne suis pas sur un ring de boxe. Hein. Je n'ai pas de tenue d'avocat. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime. On est juste là pour que chacun puisse parler.
Question de Omar, donc c'est le docteur CQ. Proposer de se déplacer à domicile, et entre parenthèses, contexte pro-famille, pour expliquer aux familles la maladie et les problématiques associées. Peut-être deux questions en une, mais qui sont liées, c'est travail à domicile, oui ou non, pourquoi? Et alors la question plus, pas délicate, mais qui est à débat, c'est la question de toutes ces dimensions psychoéducatives qu'on peut faire avec les familles autour de la pathologie du patient désigné. Le travail à domicile. Alors, j'ai jamais fait. Je sais pas. Moi, je me dis que quand même sur des familles qui viennent consulter, qui ont besoin d'une rencontre. Alors, on parle de famille, mais il y a des couples là, quand même. C'est systémique, familial et conjugal quand même. Je me dis que peut-être sur un lieu quand même sécure. Peut-être. En tout cas, le confort du thérapeute, je sais pas trop en fait. Je sais pas. Tu décris bien les choses, hein, l'importance du confort du thérapeute et d'avoir une certaine neutralité ou un cadre qui va permettre que les choses se passent. Déjà, c'est une invitation à ce que les choses se passent un peu différemment que les conversations, les discussions que le couple a au domicile. Bon, du reste, quand tu dis je n'ai pas le souvenir d'avoir fait ça au domicile, il y a aussi le fait que tu fais tu pratiques la systémique aussi en individuel, comme tu le dis, donc tu as quand même ça en tête, y compris lors de tes VAD. Oui, parce que la systémie se fait de façon individuelle aussi. Après, un visite à domicile, quand on rencontre les familles, des fois on est invité autour de la table et là il y a toute la famille. Donc là aussi, il y a ces moments un peu de rencontres familiales qui se font naturellement, où aussi on a un regard différent de comment est le patient désigné chez lui. C'est différent aussi. C'est différent. Il n'est pas pareil que dans un lieu neutre. La famille non plus d'ailleurs. Donc ça peut avoir un intérêt. Après, il y a de l'approche systémique, utile et pertinente, en dehors du cadre formel d'un entretien organisé au sein. Peut-être c'est une question qui m'intéresse aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu sur la psychoéducation. C'est pas simple ça, parce que c'est deux modèles un petit peu différents. La psychoéducation, c'est quand même assez normatif, un peu normé. C'est le soignant supposé savoir qui va donner des informations. Concernant une pathologie, c'est un peu ça, même s'il y a quelque chose d'interactif dans la psychoéducation. La thérapie systémique, comme d'autres approches plutôt psychodynamiques, il y a une forme de respect du symptôme sans vouloir mettre absolument un savoir sur le symptôme. Mais du reste, il y a des situations, on parle d'ailleurs en pédopsychiatrie de guidance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça peut être apaisant et utile de faire un peu de guidance, c'est-à-dire donner des informations un peu générales sur le pourquoi et le comment d'un trouble des conduites alimentaires. Ça peut être intéressant si le patient est d'accord et la famille, parce que ça donne quand même quelques repères. Après tout, c'est des repères qu'on peut trouver partout sur Internet, dans des manuels. Donc ça peut être intéressant de passer par là et ça peut avoir un effet. Donc il y a une partie psychoéducative, y compris, moi ça me choque pas dans les troubles de schizophrénie, qu'on peut dire, voilà ce que c'est que la pathologie, voilà ce dont peut souffrir la personne. Mais il faut savoir quand même que ça ne répond pas que la thérapie familiale systémique n'est pas une approche à proprement parler psychoéducative. En tout cas, moi, je ne la conçois pas comme ça, même s'il y a peut-être des courants qui vont... Après, peut-être, ça me vient... il existe sur une branche de la systémie des thérapies multifamiliales. Thérapie multifamiliale, en fait, c'est on regroupe plusieurs familles, entre 5 et 7 familles, sur une thématique donnée. Par exemple, jeunes qui souffrent de TCA, on crée des rencontres familiales, mais avec 5 familles, 5 à 7 familles, où on parle de cette thématique-là. Donc, on est dans la systémie. En TMF, il y a quelquefois sur les séances un peu plus de psychoéducation, peut-être on aborde plus de la psychoéducation sur l'alimentation, sur des choses comme ça, mais tu vois, plus je me dis dans ce contexte-là, peut-être. Oui. Pour une question, juste ça me faisait penser aussi, les rencontres familiales, elles permettent aussi peut-être à la famille du coup de voir ça peut être, c'est souvent l'enfant ou la personne qui est la personne désignée, autrement que par le prisme de la maladie en fait. Et donc du coup on n'a pas ce côté psychoéducation, on a plutôt aussi les compétences de la personne désignée qui sont mises en lumière
plutôt que la maladie qui est toujours ciblée habituellement. Donc, ça s'éloigne un peu quand même de la... Tout à fait. C'est très bien. C'est pour ça que c'est des modèles différents. Voilà, c'est ça. Attention. Et donc voilà, il faut qu'on termine. Déjà, il est 14h30, mais il y a une dernière question. Peut-être qu'on peut y répondre succinctement. Y a-t-il des contre-indications à la thérapie systémique? Question de la Cassia. Si la famille n'a pas envie, déjà, Oui. ouais, je me dis. Oui, ça. Dans des familles, je pense, par exemple, pour des incestes, des choses comme ça. Ça peut être une contre-indication, ça. Je pense pas. Moi, j'ai plus la... Enfin, en tout cas, ce qui me vient, moi, dans ma pensée de systémicienne, l'aide de contrainte, quoi. Ça marche pas? Non, mais en fait, moi, je me vois pas faire une thérapie Non. de famille s'il y a un enjeu pénal ou judiciaire ou quelque chose derrière, avec un placement, avec des choses comme ça. Ça se fait dans certains pays. Voilà. C'est-à-dire il y a une injonction du juge parfois, ce qui est une thérapie familiale. C'est pas inintéressant, mais c'est une certaine façon de travailler. Je sais pas. Moi, je dirais juste, mais alors avec ma casquette de psychiatre, que c'est comme pour toute thérapie, c'est à recevoir une personne, un patient qui serait vraiment en pleine décompensation. Oui. Mais bon, ça c'est un classique, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas grand travail qui est fait si vous recevez un patient complètement mélancolique, hors réalité, ou très délirant et agité. Je pense que là, il y a d'autres choses à faire, mais bon, peut-être que d'autres thérapeutes systémiciens diront autre chose, mais c'est aussi une question de bon sens. Hein. Et encore que. Et encore que, dit le docteur Michaud. Et encore que, je vais prendre enfin, c'était pas de la thérapie systémique à proprement parler, vraiment dans le grand cadre, mais sur Albi, j'avais créé une équipe mobile de crise, mais à orientation systémique. Et le principe, c'était de faire de l'alternative à l'hospitalisation, et notamment à l'hospice de contrainte, en plaçant la famille, en laissant le patient à la maison avec la présence d'un proche et en faisant notamment des entretiens à orientation systémique. Ouais, très bien. Sur des patients en crise, donc des patients suicidaires, des patients qui pouvaient par moment avoir des éléments un petit peu délirants, mais c'est une équipe mobile qui fonctionnait quand même très bien. Alors après, c'était un temps assez court, hein. C'était 1 mois de prise en charge, donc on n'est pas sur 6 mois, on n'est pas sur une thérapie qui dure comme ça, mais en tout cas l'orientation systémique était là et permettait de remettre en fonctionnement des fois les membres de la famille autour. Et moi, ce que je trouvais intéressant, et ce qui a été dit au début, c'est que dans la crise dans la définition, c'est quand même le dépassement des compétences, ce qu'on arrive à mettre en place. Alors que la thérapie systémique est là pour remettre en place les compétences et aller les chercher. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une bonne complémentarité des deux. C'est hyper intéressant. Alors, oui, patient très délirant, qui est très dangereux, qui est très agité, qui est inaccessible, évidemment qu'on ne peut pas. Évidemment. Par contre, c'est pour ça que je nuance, sur des cas de crise, même psychiatriques, on peut peut-être arriver à l'utiliser. La nuance est très pertinente, c'est bien que tu dis ça, parce que c'est encore une fois l'approche systémique. Alors là, la question portait sur la thérapie systémique. Oui. Recevoir en thérapie quelqu'un complètement décompensé, c'est que Je suis d'accord. Mais Surtout l'approche que ça a la même- systémique, et en particulier dans les centres de crise, les équipes mobiles de crise, souvent le modèle systémique est prôné comme étant très pertinent parce qu'on va devoir faire appel au système justement pour développer éventuellement, comme tu dis bien, une alternative à l'hospitalisation. Oui, il faut qu'on termine, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de questions, une grande richesse dans vos réponses. Merci pour votre participation, c'était très intéressant. On aurait aimé même continuer à discuter de tout ça. Merci beaucoup en tout cas à toutes et tous pour votre participation et à bientôt pour la prochaine session forum en février.